Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Pour ce dernier numéro de l'année 2021, nous vous proposons une émission spéciale avec mon invité, le philosophe Souleymane Bachir Diagne. Nous allons revenir sur les événements qui ont marqué l'année et parler des défis auxquels fera face le continent en 2022. Il est l'une des voix africaines contemporaines les plus respectées en philosophie, un grand sage. Bonjour Souleymane Bachir Diagne. Bonjour Valériane. Merci d'être venu sur le plateau d'Afrique Hebdo de New York, où vous êtes directeur de l'Institut d'études africaines à l'Université de Columbia. Vous êtes notamment l'un des meilleurs spécialistes de la question post-coloniale. Pour commencer, dites-nous quels sont les événements qui ont marqué l'année 2021 pour sur le continent africain. Il faut dire qu'en 2020, malheureusement, la pandémie du Covid, elle est toujours avec nous. Elle a eu un rebond ces dernières semaines avec l'apparition du variant Omicron, remettant en question peut-être ce qui était apparu comme des gains. Ces gains sont encore réels. Nous avons la vaccination, fort heureusement. Nous savons au fond comment répondre à cette pandémie. Mais encore une fois, ce virus joue à cache-cache avec nous en se déguisant. Donc voilà un défi énorme auquel nous allons devoir faire face à nouveau en 2022. En 2022, et une pandémie qui a coûté énormément aux économies du continent. Est-ce que vous avez observé d'autres événements cette année qui, pour vous, ont marqué le continent ? Je dois également parler d'un autre événement malheureux qui est évidemment ce qui se passe en Éthiopie. La guerre d'Éthiopie qui a pris à un moment donné des allures tout à fait inquiétantes. On a entendu des discours qu'on avait entendus à propos du Rwanda et le traumatisme s'est en quelque sorte réveillé. Il y a eu là encore un rebond du traumatisme. Nous étions d'ailleurs un certain nombre d'intellectuels, on va dire, de membres de la société civile à avoir produit une pétition demandant que les partis se mettent autour d'une table, sache qu'une telle guerre ne pouvait pas être gagnée à véritablement parler, parce que signifie une victoire dans des conditions comme celle-là? Et il faut espérer que dans les semaines qui viennent, pour l'année qui vient, la raison puisse prévaloir et que cette conversation pour la reconstruction, la refondation de l'Éthiopie puisse avoir lieu. Alors, il y a aussi eu des événements positifs en 2021. Je pense notamment à la restitution d'objets du patrimoine pillés pendant la période coloniale. La France a par exemple rendu au Bénin 26 œuvres faisant partie des trésors royaux d'Abomey. Est-ce que, selon vous, un mouvement de restitution, une démarche mondiale est lancée ? Oui, vous me permettrez d'ailleurs, avant de parler de la restitution, puisque nous sommes sur le front de l'art, je m'excuse de prendre un mot qui est un mot militaire, il y a eu aussi le prix Goncourt de mon jeune compatriote Mougar Sarr. Il y a eu des événements heureux sur ce front-là. Et vous avez raison d'indiquer en effet que la restitution des œuvres africaines, des biens africains qui avaient été pillés, a été une bonne nouvelle, parce que c'est l'aboutissement d'un long combat qui a commencé en 1960. Dès le lendemain des indépendances, la question de la restitution a été sur la table. Et là, on a vu des choses se faire. Un mouvement est en train d'avoir lieu. Il y a eu la restitution des 26 objets au Bénin, les 26 objets qui avaient été l'objet d'un pillage faisant suite à une expédition militaire et le saccage du palais de Béhanzin, le dernier roi du Dahomey. Et puis, il y a eu la restitution, dans le même ordre d'idée, du sabre d'El Hadj Omar au Sénégal. Voilà, donc deux restitutions majeures qui réparent, si vous voulez, des crimes coloniaux. Et puis, le mouvement est lancé. Il y a eu ce mouvement initié par la France. L'Allemagne n'est pas en reste, qui va restituer les fameux bronzes du Bénin, dont on sait d'ailleurs qu'ils n'étaient pas tous en bronze, mais c'est important parce que la valeur symbolique des bronzes du Bénin est énorme. Des objets qui font partie de l'identité de chaque pays. Absolument. Alors prochainement, une pièce maîtresse de l'identité ivoirienne doit aussi rentrer à Abidjan, le tambour parleur du peuple ébrié, anciennement peuple Hatchan. Le Djidji Ayokwe avait été confisqué par les colons français en 1916 et se trouve actuellement au musée du Quai Branly à Paris. Voyez ce reportage de notre correspondant Samuel Bernard.
Voilà 105 ans que le tam-tam parleur a cessé de résonner sur le district d'Adjamé à Abidjan. En 1916, l'administration coloniale confisque l'objet aux Hatchans, communauté autochtone de la Lagune. Membre actif des Hatchans, Louis-Jacques connaît bien le fonctionnement du tambour. Lorsqu'on entend le son, dans un rayon de 12 km, systématiquement les gens se rassemblaient. Les Bidjans, c'est 7 villages qui constituent la patrie Bidjan. Lorsqu'il y a une grande réunion des responsables de tous ces villages, c'est le tam-tam parleur qui annonçait l'événement. Dans le village Hatchan d'Adjamé, le doyen à qui revient la charge du tambour salue la décision d'Emmanuel Macron tout en modérant son enthousiasme. Nous allons l'accueillir avec joie, mais il ne va pas jouer le même rôle. Il ne va pas plus jouer le même rôle. Aujourd'hui, il sera un beau souvenir pour nous, c'est tout. Un beau souvenir. C'est le musée des civilisations de Côte d'Ivoire qui lui donnera son nouveau rôle. La directrice du lieu a déjà prévu de marquer son retour avec une exposition. Et donc le Djidji Ayokwe sera ici. Le plus important, c'est comment la population accueille cet objet qui lui a été confisqué, qui lui a été volé. Sur les 148 œuvres demandées par la Côte d'Ivoire en 2018, seul le retour du tambour parleur a été annoncé. La directrice du musée y voit un bon début, mais reste ferme sur la demande de la Côte d'Ivoire. C'est un choix délibéré des autorités nationales ivoiriennes de demander dans un premier temps un objet symboliquement. Nous ne nous précipitons pas, mais nous voulons montrer à tout le monde que la Côte d'Ivoire est résolue à réclamer ses biens culturels. Malgré les annonces d'Emmanuel Macron, la loi rendant possible le retour de l'œuvre n'a pas encore été votée par le Parlement français. Les Ivoiriens vont sans doute devoir attendre la fin des prochaines échéances électorales françaises d'avril 2022 avant de pouvoir voir le tambour restitué. Cette restitution des objets pillés par la France fait également partie de la nouvelle politique lancée par le président Emmanuel Macron à l'égard du continent africain. Le chef de l'État qui a annoncé la tenue d'un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne les 17 et 18 février prochains à Bruxelles pour refonder les relations entre nos deux continents. Est-ce que vous y croyez ? Écoutez, il faut y croire parce qu'il est nécessaire. Dans la mesure où elle est nécessaire, il faut y travailler. Et c'est parce qu'on y travaille qu'on y croit. C'est-à-dire que c'est une tâche qu'il faut mener, c'est simplement un espoir qu'il faut avoir. C'est une tâche qu'il faut mener. Il faut la mener des deux côtés, si je puis dire, de la Méditerranée. Parce qu'on dira que le côté nord de la Méditerranée, c'est l'Europe, et le côté sud, c'est l'Afrique. Et cette refondation, cette reconstitution du lien se fera précisément en panafricanisant la question et en européanisant la question. Autrement dit, il faut que ce soit l'Afrique en tant que continent qui recrée un lien avec l'Europe en tant que continent. Ça permet de dépasser, par exemple, ces face-à-face qu'on a appelés la France-Afrique et qui sont irritants parce que ce sont des termes qui empêchent de penser en définitive. On a le sentiment qu'il y a quelque chose là-dessous alors qu'il n'y a rien. Et le plus important, c'est de se projeter vers l'avenir et de dire, en regardant la map monde, en regardant la carte du monde, comment construire entre le continent africain au sud de la Méditerranée et l'Europe au nord de la Méditerranée des liens qui soient des liens significatifs et qui soient des liens de co-développement dans le monde du XXIe siècle où nous nous trouvons. Une relation gagnant-gagnant. Justement, tournons-nous vers l'avenir. Quels sont pour vous les défis pour le continent en 2022 ? Nous avons déjà parlé du défi de la santé à propos de la pandémie. Il y a un défi également important qui est un défi planétaire parce que les questions africaines sont des questions planétaires et les questions planétaires aussi sont des questions africaines. Et une question planétaire qui est cruciale aujourd'hui, c'est la question de l'environnement. Et donc, il faut lui donner toute son importance sur un continent qui est probablement celui qui a le moins causé de dommages à notre planète, mais qui risque d'être celui qui va payer le prix le plus fort et qui commence déjà à le payer. L'avancée du désert, on sait ce que c'est. La crise climatique, ça se traduit sur le continent africain, ici ou là, en des sécheresses et des famines. Ça veut dire qu'il y a là mort d'homme. C'est une question de vie ou de mort. Et par conséquent, voilà un défi auquel il faut pouvoir faire face. Et le plus tôt sera le mieux.
Justement, c'est une illustration de l'urgence climatique. Le poumon de l'Afrique de l'Est, le lac Victoria, est en danger. Il est victime notamment de pollution qui ne cesse d'augmenter. Sur place, Nicolas Bertrand, Fabien Fougère et Sylvain Barral. Le lac Victoria compte 3000 km de rivage, aux confins du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Mais depuis quelque temps, l'avenir du lac est menacé. Chaque matin, sur leurs pirogues, les pêcheurs kenyans sont les premiers témoins de la dégradation de l'environnement. Normalement, ils fournissent 90% des poissons du pays. Il y en a vraiment de moins en moins chaque jour. Dans le passé, on pouvait même voir les poissons nager, l'eau était limpide. Mais à présent, je ne sais pas si c'est à cause de la pollution qui provient des rivières, mais on ne voit plus rien. En se rapprochant du rivage, l'eau du lac devient opaque et verdâtre. Selon les pêcheurs, de nombreuses espèces n'ont pas résisté à cette vague de pollution. Poissons, amphibiens, plantes. C'est aussi ce que disent les scientifiques, qui alertent sur le danger imminent. La situation est critique, c'est terrible. C'est bientôt un lac sans vie. Le lac est pollué par des débris de toutes sortes et notamment des plastiques. Quand les déchets plastiques sont jetés dans les canaux des villes, tout autour du lac et même au-delà, ils finissent tous dans le lac. En quelques décennies, 50 millions d'habitants se sont massés le long des rives et la population devrait encore doubler au cours des 30 prochaines années. Des villes de plus en plus grandes qui rejettent leurs eaux usées directement dans les rivières qui alimentent le lac, tout comme les usines et les exploitations agricoles. Au quotidien ici, tout le monde a pris l'habitude d'utiliser le lac comme poubelle. Chaque soir, les gens jettent leurs poubelles et déversent leurs fosses septiques ici, dans ces canaux. Et donc tout ça finit dans la rivière. Les autorités locales peinent à mettre en place un projet d'envergure pour sauver le lac Victoria. Alors, ce sont de simples citoyens qui tentent de faire bouger les choses. Des volontaires souvent très jeunes qui se mobilisent et arpentent les marchés. On est venu vous dire pourquoi ces trucs-là sont dangereux. Vous êtes prêts à nous aider pour arrêter la pollution? Oui, on est prêts, à 100%. Ils mènent des opérations de nettoyage plusieurs fois par mois. La meilleure chose avec notre génération, c'est qu'on s'engage pour résoudre les problèmes. Et quand tu montres aux jeunes qu'ils ont une voix et qu'ils peuvent changer les choses, plus rien ne peut les arrêter. Il faut faire vite. Dans quelques années, les 3/4 des espèces de poissons pourraient avoir disparu du lac si rien n'est fait. Et une catastrophe écologique ici aurait des répercussions directes dans presque toute l'Afrique de l'Est. On le voit dans ce reportage, la jeunesse se mobilise pour l'environnement. Avec 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique a la population la plus jeune du monde. Est-ce qu'il faut miser sur la jeunesse pour assurer l'avenir du continent? Évidemment, oui, parce que cette jeunesse-là est la solution. On parle des problèmes que pose la jeunesse de cette population et la démographie africaine de manière générale, mais il faut bien s'aviser que cette jeunesse est également la solution. Autrement dit, la population la plus jeune au monde, ça signifie que l'énergie, la véritable énergie qui est l'énergie de l'humain, va se trouver sur le continent africain. Et donc c'est là-dessus qu'il faut miser, en sachant que cette jeunesse, il faut la former pour la mettre en situation de résoudre les problèmes de demain et de commencer à le faire dès aujourd'hui. Et de devenir nos futurs dirigeants. Une question pour finir. Quel est le conseil que vous donneriez à nos téléspectateurs pour 2022? Une philosophie de vie peut-être pour être plus heureux? Je crois, vous avez prononcé le mot de vie et c'est le mot le plus important probablement parce que, étant donné tous les défis qui sont les nôtres, les défis climatiques dont nous avons parlé, le défi sanitaire dont nous avons parlé, dans ces deux défis, la vie est au centre. C'est par conséquent la direction à prendre, c'est la direction d'un humanisme vital, pour reprendre le titre d'un philosophe de mes amis. Un humanisme, c'est-à-dire l'humanité dans sa totalité, engagée dans la réponse à ces défis. Cette jeunesse est en train, évidemment, d'inventer aussi un nouveau cosmopolitisme. C'est une citoyenneté mondiale qui va être la réponse à ces deux défis-là. Et la jeunesse africaine doit être engagée avec les jeunesses des autres continents dans la construction de cette citoyenneté mondiale, dans la construction de cet humanisme qui mettra la vie véritablement au centre.
Merci Souleymane Bachir Diagne d'avoir été notre invité. Et c'est ainsi que se termine cette émission. Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci à tous pour votre fidélité tout au long de l'année. On se retrouve en 2022 sur France 24.